Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de News. Il y a eu beaucoup d'actu ces derniers jours, notamment en provenance de l'Himalaya, et c'est le moment de regarder ça d'un peu plus près. Et restez bien jusqu'à la fin, car nous avons un invité spécial pour l'occasion. La première info, c'est le succès de l'expédition du Géant dans les Andes péruviennes. Le Géant, c'est le groupe Excellence Alpinisme National, qui rassemble en gros les espoirs de l'alpinisme français. C'est un groupe de haut niveau, géré par la FFCAM, qui accompagne les jeunes aspirant à vivre de l'alpinisme. À chaque promotion, depuis 1993, un projet d'expédition est mis sur pied pour prendre de l'expérience sur des massifs lointains avec toutes les contraintes que cela peut poser. Ce printemps, le Géant a donc mis le cap sur les Andes péruviennes, encadré par Stéphane Benoît et Mathieu Detry. Le 22 mai, une première équipe composée de Clovis Paulin, Annabelle Bouchardon et Mathieu Detry part pour réaliser la deuxième répétition de la voie Fowler-Watts, sur le Tolirahu. Une ascension technique avalée en seulement 3 jours avec des conditions de bivouac difficiles. De leur côté, Stéphane Benoît, Manuel Bréchignac, Victor Garcin et Martin de Truchy s'en vont ouvrir une première voie dans la face sud du Nevado Copa, jamais gravie jusqu'alors. 2 lignes très dures et une ouverture, cette expédition 2024 du Géant est donc une franche réussite. Et souligne la qualité technique de cette promotion. La deuxième news, c'est Alasdair Mackenzie qui vient de l'annoncer sur Instagram. Le jeune franco-écossais de seulement 19 ans, qui a déjà gravi 12 sommets de plus de 8000 mètres, vient de réussir le Cho Oyu, ce vendredi 7 juin. Ce 13e sommet à son palmarès a été vaincu avec une équipe de l'agence Seven Summit Treks, composée de guides népalais. Et si l'ascension s'est faite avec de l'oxygène et des cordes fixes, la voie empruntée n'est pas anodine. Depuis 2020, la Chine ne délivre presque plus de permis d'ascension pour les sommets himalayens situés sur son territoire, dont fait partie la voie normale du Cho Oyu. L'équipe de Seven Summit Treks s'est donc tournée vers l'arête sud-sud-ouest, située côté népalais, mais qui constitue un itinéraire beaucoup plus long et plus difficile. Les premières ouvertures de la face ouest, au début des années 1990, avaient déjà emprunté la partie sommitale de l'arête. Ce versant reste néanmoins très peu visité. La dernière cordée ayant débouché au sommet via le Népal remonte à 2009. Mais cette arête, dont l'ouverture était notamment l'un des grands objectifs de Gesle Sherpa, peut laisser entrevoir de nouvelles options pour l'ascension du Cho Oyu. Et Alasdair Mackenzie est toujours en passe de devenir le plus jeune alpiniste à boucler les 14 8000. Charles Duboulot et Simon Walfringer sont revenus de leur saison himalayenne avec une belle nouvelle ascension dans leur bagage. Les deux alpinistes ont ouvert une nouvelle voie technique dans la face ouest du Ungchi, sommet de 7029 mètres qui s'élève entre le Népal et le Tibet. C'est seulement la 4e ascension de cette montagne après 3 expéditions asiatiques au début des années 2000, et la première en style alpin, c'est-à-dire sans bouteille d'oxygène ou porteur. Leur ligne de 1700 mètres, baptisée Cavalier sans tête, monte droit dans la face ouest de cette montagne hostile, striée de séracs suspendus et de ressauts glaciaires. Après un bivouac à 6500 mètres, la cordée arrive au sommet le 18 mai dernier, jour de l'anniversaire de Charles. Mais ils n'auront pas le temps de savourer longtemps leur victoire. Une tempête se lève qui les force à un inconfortable bivouac juste en dessous du sommet. C'est le matin du dernier jour, on se casse, mais il y a du vent et il neige. Mais il faut qu'on se casse d'ici. Voilà. Puis Charles et Simon décident de redescendre par la face est, de l'autre côté de la montagne, coupant le contact visuel avec leur camp de base et plongeant dans l'inconnu le plus total. Après plusieurs heures, ils arrivent finalement en bas pour échapper à la tourmente et entament leur marche de retour. Cette expédition sent bon le parfum de l'aventure, avec un camp de base isolé, une montagne peu fréquentée et peu décrite, avec un scénario qui force à l'improvisation. Une façon de démontrer, s'il en était encore besoin, tout le talent d'alpiniste des deux hommes. Et ça contraste fortement avec les scènes d'embouteillage rapportées sur les 8000 les plus populaires comme l'Everest dernièrement. L'alpiniste est encore un mode d'exploration des terres inconnues ou méconnues, et c'est tant mieux. Au camp de base, ils retrouvent le 3e membre de leur équipe, Mathurin Vautier, jeune photographe et vidéaste qui a réalisé les images que vous venez de voir, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour revenir sur cette expédition. Moi, c'était la première fois en Himalaya, ouais. C'était la première fois au Népal, ouais.
première expérience. Ah ouais, Donc ça c'était doit être stylé. ouais, c'était assez j'y ai beaucoup appris, quoi. Moi, j'étais vraiment allé en mode, pour apprendre et ça a bien marché, ouais. Et au camp de base, vous étiez que tous les 3? Bon, on était nous 3 et puis après en tout on était 7 puisqu'il y avait 2 cooks. Il y avait en gros le guide népalais, donc c'est, notre référent, on va dire, et on avait aussi un porteur qui faisait des allers-retours à 1,5 km du camp pour aller chercher de l'eau. Voilà. OK, Et mais ils ouais, aidaient alors très réduit quand même comme équipe, ouais, ouais, on était que 7 et c'était très réduit, ouais, clairement. quand même. Ouais, Du coup, ouais, moi je voulais savoir, bah, ton ressenti pour ta première expo en Himalaya et aussi du fait que, bah, en termes de prise de vue en montagne, tu fais pas ça non plus depuis hyper longtemps, tu vois? ouais, Par rapport à des mecs qui partent en expé en Himalaya, c'est, souvent des gars assez expérimentés ouais, et clairement. du coup, ce que tu as ressenti, bah, d'un point de vue perso, d'être au milieu des sommets de 8 000 et tout et aussi d'un point de vue pro, comment tu as appréhendé, cette première mission, genre Mmh, commandée aussi par une marque du coup, ouais. heu pour shooter là-bas? Alors, bah, moi, déjà l'expé en elle-même, elle s'est hyper bien passée. C'était, je m'étais donné comme point d'honneur quand même d'accepter que les expés où que j'avais vraiment l'impression d'être hyper inclus dans le projet et puis être choisi aussi, par les athlètes, mais en gardant une liberté moi-même aussi pour, faire un peu pas ce que je veux, mais, ce qui me plaît quand même le plus et en fait, c'est Simon et Charles qui m'ont appelé et qui m'ont demandé, cet hiver si ça me motiverait et en fait, après, un petit peu de réflexion, c'était vraiment, pour moi, en fait, l'expé parfaite parce que on n'était pas beaucoup entre Français, donc je suis pas encore très, très bon en anglais et je pense que c'est quand même hyper important de même si j'ai envie de vite apprendre l'anglais, c'est hyper important d'avoir une relation, en tout cas, plutôt fusionnelle, en tout cas, avec les athlètes. Parce qu'en fait, je suis pas là pour trop c'est le taf, mais être un mois non-stop avec des gens, à dormir dans les mêmes chambres, dans limite les mêmes tentes, en fait, c'est hyper important d'avoir l'impression d'être inclus et d'avoir le mindset, égal, en tout cas. Et un mindset dans le même genre, que les athlètes, quoi. Et ça, c'était vraiment hyper important et ouais. Et après, après réflexion, j'ai en fait, c'était la bonne option d'aller au Népal. Donc, au Népal et sur cette expédition qui était hyper ambitieuse, mais que finalement elle a pas marché dans le sens qu'on voulait et que Simon et Charles voulaient. Simon, il est tombé malade au milieu de l'expé, il a eu pris une rhinopharyngite et ça a vraiment bah, ça a vraiment changé, toute l'expé Ça, dans le ce qu'il sens, faut rappeler du coup, je le dis pour, les gens ouais, qui regardent et mmh, qu'à la base, l'objectif de Charles et Simon, c'était donc le 15e sommet le plus haut du monde, mais alors je me rappelle plus du nom. le Heu, Gashongang. voilà, du coup, donc c'était leur objectif initial à quasiment 8 000 mètres et du coup, à cause de ce Ouais. qu'a chopé Simon, ils ont rabattu en fait sur le Hounshin. Exactement et il y avait aussi des histoires de timing qui étaient trop compliquées. On était un mois en expat, donc sur place, bon, on a fait un mois d'expat, mais départ de France, retour en France, donc le temps de faire le trekking, l'approche et cetera et l'acclimatation, en fait, c'était vraiment tendu, même par rapport au créneau météo. Il était au final il y a jamais eu de gros anticyclones, c'était beau le matin, pas beau l'après-midi et l'approche du Gachongkang était hyper compliquée de base et en fait, la maladie de Simon a fait que, de quoi? Combien de jours là, tu L'approche, on a mis 6 jours à monter au camp de base. Ah ouais. Ouais. On a mis 6 jours à arriver au camp de base et en fait, la maladie de Simon a presque permis d'assumer, de se dire: «OK, non, on change complètement de plan» et puisque sinon, en fait, ils auraient certainement poussé pour essayer d'arriver au pied de la montagne puisque l'accès était hyper dur. Mais par contre, ça aurait pas été forcément possible de faire la montagne cette année-là. Il y aurait pas eu le créneau de 5 jours et ils seraient rentrés bredouilles et en fait, Simon, le fait qu'il soit malade, ils étaient obligés de remettre à la baisse un peu, leur objectif qui était, quand même qui était ambitieux. Mais après, il faut être ambitieux et ils avaient le niveau et l'entraînement pour le faire. Et, en fait, Simon, il est rentré au camp de base avec moi. Et puis, en fait, il s'est soigné. Il a pris vraiment. On avait quand même pas mal de médicaments pour pouvoir soigner, en tout cas, n'importe quelle maladie. Et puis, il s'est remis sur pied. Charles, lui, il a fait une petite excursion sur
l'arête ouest, je crois, ouais, l'arête ouest du Hongshi, où il a passé 3 jours en montagne et en fait, en rentrant, les 2, en discutant, ils ont eu la même vision et puis Simon, il avait encore la foi et vraiment envie d'aller en montagne et c'est là qu'ils ont regardé cette ligne et cette face et Ok. Donc voilà. Charles, il a fait un peu un 3 jours en solo sur l'arête avant Ouais, d'y aller. ouais, exact. Ok. Pour aussi s'acclimater au cas où, puisque Simon, il était obligé de redescendre, mais Charles, en fait, on n'a pas réussi à bien s'acclimater. On n'a jamais réussi à dormir au-dessus de 5005. On est allé dormir 2 nuits à 5550, un truc comme ça, au-dessus du camp de base. Mais le but, c'était d'essayer de dormir vers 6000. Et ouais, Charles, il a réussi à aller dormir sur cette arête 2 fois vers 6000 à peu près. Et Ok. après, il est rentré. Ouais. Voilà. Très bien. Et sinon, Et c'était quoi la question? Le reste, je sais plus. ah non, bah, c'était toi niveau pro en Ah fait oui. au niveau Ouais. que Ouais, ce bah, soit vidéo. ouais, niveau. Ouais, bah, niveau pro, en fait, la demande, c'était de la photo et de la vidéo. Bah, de la vidéo, j'en fais quand même régulièrement. C'était quand même quelque chose. En fait, c'est hyper cool et plaisant de filmer la vie des gens, en fait. C'est terrible à dire, mais la vie en expat, c'est quand même quelque chose, au final, de simple. Et on s'imagine toujours, en fait, qu'il y a des gens qui vont en montagne et qui sont toujours exposés, mais en fait, l'exposition est sur l'acclimatation et sur le push, en tout cas, le semi-push, quand on va essayer d'aller faire le sommet. Mais par contre, en fait, l'approche en trekking, etc., c'est énormément d'optimisation pour ces moments en montagne. En fait, c'est préparer le matériel, préparer tout, en fait, préparer à essayer de deviner, de faire tous les plans qui pourraient se passer sur la montagne et préparer à même se préparer mentalement. Il y a quand même vraiment un changement. Et le fait de se déconnecter aussi, ça permet. En fait, on a moins de choses à faire dans la journée. Et moi, filmer, c'était quand même quelque chose qui était particulier parce que je suis quelqu'un qui filme tout le temps de l'action et là, c'était en fait plutôt l'inverse. Je filmais un peu leur regard, leur réflexion à eux, leur discussion aussi. Parce qu'il y a beaucoup de discussions, énormément de discussions sur où passer, comment, quel matériel. Et, euh, et ça, c'était niveau vidéo. Et puis moi, en fait, sur toute cette partie-là, c'était que bah, physiquement, j'avais rien de très exceptionnel à faire, à part les suivre sur le trekking, mais j'avais un sac un peu plus lourd, mais ça, c'était de la marche. Donc, puis on n'était pas hyper haut en altitude. Notre camp de base était à 5050 mètres, en gros. Ce qu'il faut expliquer aussi, je dis pour les gens qui Ouais. regardent, c'est que tu es Mm. spécialisé dans le suivi d'athlètes. Donc Ouais. c'est-à-dire que les Alpes notamment, tu les suis quasiment sur toute l'ascension avec le matos vidéo, avec le Ouais. matos photo, les images pour les médias. Donc ça demande Ouais. une technique aussi alpine et un physique de ta part assez énorme. Et du coup, sur le semi de push, du coup, tu les as accompagnés un peu sur le début de l'ascension ou sur les acclimatations, j'imagine? Et tu Alors, les as abandonnés? ouais, en gros, il y a l'acclimatation. Donc là, c'est le moment où en fait, on est allé comme si on voulait aller. En fait, on voulait aller à ce moment-là. Nous, on n'avait pas du tout encore en tête l'Ungshi qu'ils ont fait finalement. On est allé en direction une première fois de la montagne donc du Gashongkang, de la montagne de base qui était visée. Et en fait, c'est sur cette approche-là que Simon, il a vraiment compris qu'il était vraiment malade. Il avait les bronches prises, sa voix, elle était rocailleuse. Ça se voyait qu'il était malade et de toute façon, il n'arrivait pas à nous suivre alors que Simon, techniquement, il est hyper fort. Donc là, il y a eu le moment là où en fait, on a finalement fait qu'une nuit à 5004 au pied de l'Icefall, de l'approche en tout cas du Gashongkang. Et puis le lendemain matin, on est rentré tranquillement, Simon et moi. Donc là, avec Charles, on a quand même passé, on allait faire 1 heure et demie dans l'Icefall pour voir déjà pour l'année prochaine ou dans 2 ans, ou peut-être si un jour ils reviennent pour faire le Gashongkang. Puisque là, c'était sûr, c'était plus possible. Si Simon il est tombé malade, il restait plus que 2 semaines, impossible de faire le Gashongkang. Mais on est allé repérer donc, dans l'Icefall. Donc là, on s'est encordé, Charles et moi. Simon, il a préparé le bivouac pour la nuit, en tout cas, juste à côté. Et, et après, par contre, pour le semi de push, je les ai suivis jusqu'au pied de la montagne, donc vraiment au pied de pied. On a dormi au pied la veille. On s'est levé vers 4 heures et moi, je les ai suivis en gros, le plus haut que je pouvais pour redescendre tranquillement en sécurité. Et après, je suis rentré au camp de base. J'ai traversé tout un glacier, mais rien de bien compliqué. Juste, il fallait pas que je me casse quelque chose ou je me bloque le pied dans un caillou, mais il n'y avait rien de compliqué ou trop dangereux, en tout cas pour rentrer moi en solo.
Mais du coup, ce qui est intéressant, Donc c'est voilà. que eux, ils sont pas redescendus par leur voie d'ascension, s'ils ont été Ouais, un peu pris dans la. Donc ils sont redescendus de l'autre versant, de l'autre côté de la montagne. Et donc toi, à ce ouais, moment-là, j'imagine, temps de base, tu les suivais un peu en visuel, j'imagine, avec tes objectifs ou ouais, une- je ouais. sais pas. Et du coup, tu perds le contact visuel. Toi, tu avais l'info, du coup, qui partait de l'autre côté de la montagne et avec une Non, radio ou pas du tout, tu les as non, perdus bah, en de vue et fait, tu as fait. ouais, moi, ça a été pour moi quand même une ascension à part entière, juste de les voir grimper, en fait. C'était hyper, hyper, hyper fort en émotion parce que il y a 8 mois, j'ai eu une mauvaise expérience où j'ai perdu, mon compagnon, d'expédition au Chili, Toph Henry, ça a été très, très particulier en tout cas de voir de revoir un peu cette image de je suis tout seul et en fait là de les voir partir, j'avais une vision sur eux donc en fait je pouvais les suivre. Moi, j'étais quand même rassuré tant que je les voyais. Donc je les suivais, ça tout se passait bien, jour 1, ça s'est bien passé. Le soir et le matin, Charles, il pouvait m'envoyer un message mais sur un InRange. Donc quand il grimpe et il fait des longueurs, il va pas prendre le temps, surtout si ça se passe bien, il y a aucune raison de m'en envoyer un. Donc le soir, il m'envoie un message, on est à telle altitude, exactement à cet endroit. Donc moi, je savais où c'était. Le lendemain, le matin, c'était ouvert, donc je pouvais bien voir, il y avait du soleil, mais par contre l'après-midi, il y a vite eu des nuages. Donc j'ai juste vu leur summit. Donc ils sont arrivés au summit à pile 13h25 heure népalaise. Donc ils arrivent au sommet. Moi, je les vois, je vois juste les petits points là au sommet. C'était assez marrant. Et après, je les vois commencer à descendre, mais assez vite, en fait, je les voyais plus. Ils étaient dans les nuages, mais je m'inquiétais pas trop. Apparemment, physiquement, ils étaient encore OK. Et puis le début de l'arrêt paraissait pas trop compliqué. Et donc, ils ont commencé à descendre peut-être à 14h, non, à 13h45, donc 20 minutes après, quoi. Et j'ai une nouvelle à 19h30. On a bien posé le bivouac. On est à 6007. Donc, ils ont réussi à descendre que de 300 mètres d'altitude en 5h30, quoi. Donc là, j'ai fait ouf. Déjà, ils sont encore hauts. Mais le lendemain, c'est encore plutôt beau. Donc, je n'étais pas non plus très inquiet. Et puis, à partir du moment qu'ils étaient dans le bivouac et qu'ils me disent qu'ils sont OK, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont en altitude. Il y a peu de raisons. En tout cas, qu'il y en a un des deux qui fasse un MAM, surtout qu'ils aient fait une nuit à 6005 la veille, quoi. Donc j'étais plus pas trop inquiet. Et en fait, le lendemain, je les ai jamais vus. Donc, puisqu'il y avait les nuages dès le matin, et en fait, on voyait vraiment pas la montagne. Donc moi, j'étais pas très inquiet. Je me dis, bon, on voit pas la montagne, ils descendent tranquillement sur l'arête. J'étais pas inquiet parce qu'il n'y avait pas de raison de l'être. Par contre, il y a eu juste une ouverture de 13h à 14h à peu près, de 1 heure. Et je voyais l'arête, mais il y avait aucun signe de trace de vie, de corde, de rien. Et moi, mais ça m'a. Mais j'ai fait Ouais. 800 fois le tour de la tente. J'étais vraiment hyper, hyper inquiet en fait. Parce que j'avais aucun visuel alors que je devais en avoir un. Et c'est exactement 35 minutes après, donc à 14h40, que je reçois un message. On est au pied de la face. On est safe, mais par contre, on a eu chaud en gros. Dans le message, c'était un message dans le genre. Et donc moi, ouais, j'ai eu un gros pic de stress. Mais c'est ça que je trouve ouf, tu vois, par rapport à toutes les expériences qu'on voit, les embouteillages à l'Everest, les montagnes surpeuplées et tout. Et là, toi, tu étais encore comme dans les années, tu vois, 20, 30, les expéditions anglaises à l'Everest où les mecs, bah, juste, ils suivaient. Alors, ils n'avaient pas le. Tu recevais quand même des messages. Mais le fait, tu vois, d'être au camp de base, de regarder la Ouais. montagne, de les revoir, de plus les voir. Et du coup, tu as un moment où tu sais pas. Ah bah, Mais du coup, tu ouais. vois, c'est heureux de l'alpinisme d'exploration, quoi. Tu vois, ça renoue avec un Ah truc. bah là, euh, ouais. Total contraste avec les images que le grand public reçoit de l'Himalaya, tu vois, des trucs surpeuplés. Là, parce qu'en plus, toi, tu étais le seul, en gros, alpiniste au camp de base. Mais bon, c'est intéressant moi, je trouve ça Ouais. intéressant de noter que vous êtes parti et vous avez vraiment fait une expé bah, un peu Ah bah à à l'ancienne. l'ancienne et Ouais. pour explorer. Et, Mm. euh, et, et c'est cool parce que je pense que tu vis ça plus fort que si tu es Mm. dans un camp de base avec 50 expéditions et Oui, 150 tentes. puis avec un DJ, etc. Ouais, ouais, c'est de. Ou un mec Maintenant, qui fait oui. un mec qui fait un backflip sur le sommet de l'Everest, ou un truc Ouais, comme ouais, ça. non, mais exactement. Mais c'est en fait, c'est vraiment, c'est un autre monde complètement. C'est même plus le même sport en fait. Il Exactement, y a ouais. une histoire de dopage, mais il y a une histoire aussi juste de. C'est même pas du dopage que physique, c'est même pas du dopage en fait. C'est rien à voir. C'est juste deux mondes différents complètement. Il y en a un, c'est de la marche à pied avec un. Il y en a un, ça ressemble à de la plongée, quoi. C'est juste, faut faire les paliers un par un, et puis tant que tu suis le programme, tu es sûr de pas mourir et d'arriver au sommet, quoi. Alors que l'autre, c'est de l'apnée sans ox, quoi.
Tout doit être millimétré. Typiquement dans les commentaires sur, sur Facebook ou je sais pas quoi, des vidéos TF1 et France 2, c'est hyper drôle. Les commentaires, oui, c'est ça, pour ramener. Ils ouvrent une nouvelle route pour faire des bouchons. Non, mais s'il y a une personne qui remet les crampons à cet endroit de tous les temps, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, ouais, bah oui, parce que la montagne, du coup, a été gravie que 3 fois au début des Avant. années 2000. Donc 2 Mm. fois en 2003, une fois en 2006, et c'est Ouais, la première fois que je gravis en style alpin, donc sans justement le style lourd expéditionnaire avec les bouteilles d'ox, les ouais, camps, d'altitude, hein. Donc non, non, bah, écoute, très, très cool en tout ouais. cas, la montagne est magnifique, la face là avec les séracs suspendus. À la fin. Mm. Bon, ils ont pas tenté de traverser à travers, hein. Non, Ils non, ont non, la face en elle-même, mais la face est sublime. Une face comme ça de 1700 mètres, même en Himalaya, tu me demandé mon ressenti de l'Himalaya, de la taille des montagnes. En fait, c'est surtout la taille des vallées et l'encaissement des vallées qui est assez exceptionnel. Mais le dénivelé, en fait, entre vallée et sommet n'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus élevé que dans le massif du Mont Blanc. Notamment, on est à 5100 en bas, donc en fait, le sommet, il est 2000 mètres au-dessus du bas de la montagne. Et, donc mais ça correspond à l'arrivée des Alpes, mais bon, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'oxygène et donc c'est ça qui fait la exactement. difficulté. Bah ouais, et en fait, dès le bas, c'est directement, en fait, j'étais sur du glacier. En bas, c'est déjà glacier. Donc en fait, c'est hostile dès le début. Et il y a l'altitude qui fait que tous tes mouvements sont beaucoup plus lents et en fait, tout est plus long. Et du coup, il y a cette impression de c'est interminable. Parce qu'au bout de 2 heures, tu es fatigué. Et en fait, tu as vraiment ça c'est ce palier, c'est cette altitude qui fait vraiment une différence énorme. Et les faces, elles sont directement verticales par contre. Pas forcément verticales, mais les montagnes sont beaucoup plus vite raides, en tout cas, Ouais. de ce que j'ai pu voir moi personnellement par rapport aux Alpes. Donc bah, merci beaucoup pour tes Avec petites plaisir. insights sur l'expé. Et ouais, Ouais. très très cool. Un grand merci à Mathurin d'avoir pris le temps de participer à cette vidéo. J'ai mis le lien vers son compte Instagram en description et je vous encourage à aller le suivre pour découvrir son travail et ses aventures. Je vous partage aussi ma nouvelle page Tipeee. C'est un moyen de me soutenir si vous aimez la chaîne et si vous voulez plus de vidéos. Le lien est aussi en description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.